La pause modéliste avec Patrick aujourd'hui, je l'attends en gare de Nice. Bienvenue dans LF Modélisme, ce de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit pour ce deuxième épisode de la pause modéliste. On va attendre Patrick qui va arriver donc incessamment sous peu. On va parler avec lui, on va partager un petit moment entre modélistes, entre passionnés pour vous satisfaire, à vous la communauté de LF Modélisme. Allez, on va aller l'attendre à l'intérieur de la gare. Allez, à de suite. Bon ben voilà, ça y est, Patrick vient d'arriver. On va aller se prendre le petit café pour la pause modéliste. Comment ça va Patrick? Ah, très bien, très bien. On va passer Très bon voyage. court mais bon. Ah oui. On va se faire un petit moment. C'est bon là. On va se faire un petit moment de pause modéliste. On va parler ensemble et on va partager un moment de modéliste tout simplement ensemble. D'accord, pas de problème. Allez, c'est parti, on y va. Eh ben nous voici donc au petit bar donc à l'intérieur donc de la gare de Nice-Villa avec Patrick. Eh ben pour ceux qui ne connaissaient pas Patrick, justement, je vais laisser rappeler aux gens qui ne te connaissent pas si tu peux te présenter brièvement. Bon, je m'appelle Patrick, je fais du ferroviaire depuis 4 ans maintenant. Et j'ai terminé mon deuxième réseau. Le premier, c'était un réseau d'essai. Et puis le deuxième est terminé depuis presque un an. Et voilà, et je m'amuse bien. Moi j'étais venu te rendre visite. Bon, pour la pause modéliste, vous connaissez le principe, on fait comme à la maison, on prend le café, on déjeune ensemble Patrick. C'est un bon moment passé. Salut à tous. Et pour ceux qui n'avaient pas vu ton reportage d'ailleurs, je les invite à cliquer sur le lien dessus et vous verrez donc le reportage avec Patrick sur son superbe réseau à l'échelle N. Moi personnellement, ça m'avait conquis et c'était vraiment magnifique. J'ai pris le temps d'écrire quelques petites questions Patrick pour justement cette petite pause modélisme. Ouais, écoute, moi j'avais envie de savoir quoi de neuf depuis la dernière fois, depuis ce reportage, quels ont été tes projets depuis ces quelques mois en termes de modélisme tout simplement. Le réseau en lui-même il n'a pas bougé. Il y a eu juste des petites mises au point sur les automatismes, sur le logiciel WinDigipet. Apporter des sons à certains endroits, faire des réglages. Il y a toujours, quand on met une nouvelle loco, il y a toujours des petits réglages à effectuer au niveau de la vitesse, du freinage, du démarrage, et puis celles qui sont sonores, implanter ça et là les bons sons qu'il faut au bon endroit. Voilà. À part ça, c'est du nettoyage. La poussière et les poils de chat aussi, un poil de chat très très fin qui des fois s'envole et se dépose sur la voie, et les locaux n'aiment pas bien ça, ça s'entortille autour des essieux ou des bielles pour les vapeurs. Bon voilà, nettoyage, vérification, entretien et peaufinage sur les réglages. Grosso modo, un réseau tel que les tiens, ça demande un nettoyage tous les combien, généralement, entièrement? Disons, moi il y a toujours 2 wagons qui traînent, qui essuient les rails déjà, en permanence. Et après, une fois par mois, avec un aspirateur, j'ai un petit aspirateur à main, j'ai fabriqué un bec spécial avec un peu de mousse au bout pour pouvoir passer dans les petits recoins, tout ça. L'idéal, ce serait d'avoir des 2 wagons, un wagon qui aspire et un wagon qui frotte les voies, mais c'est quand même assez onéreux, et puis mon réseau n'est pas assez grand pour justifier un achat comme ça, donc je le fais à la main, manuellement, voilà, avec un bâton, un chiffon avec de l'essence F, et puis le petit aspirateur comme ça là où il faut.
Ok, alors là on va faire juste une petite pause pour ceux d'ailleurs qui n'avaient pas découvert le réseau, qui n'avaient pas vu le réseau de Patrick quand j'avais fait le reportage. Bien entendu, allez voir le reportage dans l'intégralité. Mais en attendant, là juste je vais faire un petit remake, un petit aperçu de ce que vous aviez vu la dernière fois. Allez, c'est parti.
Bien, j'espère que vous avez apprécié de voir justement ces quelques images sur le réseau de Patrick. Patrick, si tu devais maintenant reprendre ton réseau, si tu devais changer quelque chose dans ton réseau, ce serait quoi maintenant? Alors la première des choses, ce serait le faire parce qu'il n'est pas complètement, c'est modulable, c'est-à-dire qu'on puisse le démonter facilement en l'espace d'une demi-heure. Or là, il y a une partie qu'il faut que je modifie. Il faut qu'elle puisse se séparer, donc là, il y a quand même pas mal de travail à faire. J'aurais dû le faire à l'époque, mais j'étais pas encore tout à fait sûr de la fabrication des embouts de rails pour les modules. Donc là, il y a ça, et puis bon, après, mon ami Loïc qui parle de pente hélicoïdale, faire une gare cachée souterraine, quoi, en dessous le réseau, mais c'est très difficile. Comme c'est aménagé chez moi, ça pose beaucoup de problèmes. C'est pas insurmontable, mais c'est problématique. Parce que en fait, c'est ce que tu aimerais maintenant. Bon, on le sait, il est terminé ton réseau. Bon, il y a toujours quelques petits détails que tu peux apporter, peut-être niveau décoration. Quoique il est bien fourni niveau détail, ton réseau, il est vraiment magnifique, même au niveau de la rotonde, etc. C'est vraiment magnifique. Mais je pense que pour le plaisir du jeu, tu aimerais l'augmenter. En fait, c'est pour ça que tu aimerais ces petits changements, c'est ça? Ah ben oui, comme tous ceux qui ont un réseau ferroviaire, ils disent tous, hein, c'est jamais terminé. C'est jamais fini, mais bon, on arrive à un moment où on ne peut pas pousser les murs, donc soit on monte, soit on descend, mais si c'est pas conçu déjà dès le départ, après il y a beaucoup de travaux à faire, et puis il faut casser une partie du réseau qui est déjà existant et du décor pour arriver à implanter une piste hélicoïdale et une gare souterraine. Pour chez moi, déjà, j'ai fabriqué des meubles à roulettes sur mesure qui montent à 70 cm de hauteur. Que je puisse, quand je dois passer sous le réseau, que je puisse les retirer facilement. Ils sont tous sous roulettes. Mettre un plateau en dessous du réseau, pour moi, ça pose problème parce qu'il faut qu'il soit à 40 cm minimum séparé du premier réseau. Donc moi, le mien est à 1,20 m, donc il faut que je le mette maximum à 80 cm de hauteur. 80 cm de hauteur, après, enfin, c'est pas impossible, mais peut-être qu'il y a des meubles qui passent plus. Mais bon, est-ce que ça reste réalisable? Est-ce que tu penses te projeter justement dans ce projet-là, ou tu vas te contenter de garder ton réseau et vraiment d'en profiter? Est-ce que tu vas te projeter ou pas finalement? Je sais pas encore. Ah, s'il y avait encore un confinement de 2 ou 3 mois, là, ah oui, je me lancerais vraiment là-dedans. Mais je sais pas. D'abord, c'est déjà le faire en module qui puisse se séparer facilement au cas qu'il faille déménager ou l'exposer à quelque part même. Oui, d'ailleurs, ça c'est super intéressant parce que ton réseau mériterait d'être vu par plusieurs personnes. Une petite question sur ton réseau. Donc toi, au niveau décoration, tu as fait le choix, tu as plusieurs constructions personnelles, on en avait discuté, que tu as faites toi-même, comme le petit village en haut. Oui. Tu as des constructions plastiques également, quelques maquettes plastiques que tu as donc personnalisées, bonifiées. Tu as des maquettes laser cut, il me semble aussi, dessus un petit peu, quelques-unes. Et il n'y en a qu'une. Mais justement, comme tu as vu dernièrement, l'impression 3D, beaucoup de personnes qui la pratiquent maintenant, qui arrivent à sortir des gares, des édifices, des bâtiments impression et du matériel roulant également. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de l'impression 3D maintenant? Et est-ce que tu penses t'y mettre un jour? C'est ça surtout. Non, pour moi personnellement, non. L'impression 3D, c'est quand même assez complexe. Mais ça, surtout pour l'échelle N, ça peut rendre une utilité parce que nous, à l'échelle N, il manque beaucoup de détails que l'on peut trouver facilement dans l'échelle à chaud
Et dans l'échelle N, des fois c'est difficile. Donc on peut réaliser des accessoires sur le décor, sur la construction d'immeubles, de maisons, apporter des détails. Et pour les véhicules aussi, puisque ça se fait aussi pour l'impression 3D pour certains véhicules qui n'existent pas dans le commerce. Donc ça c'est vraiment utile. Ouais. C'est vrai que dernièrement, j'ai vu, il y a beaucoup de matériel roulant qui n'existe pas. J'ai vu sur des réseaux sociaux ou même sur des chaînes YouTube, il arrive à avoir des autorails qui n'existent pas, qui ne sont pas chez les revendeurs. Voilà, et voilà, exactement. Et je pense que tant que les fournisseurs ne les sortiront pas, là, certains n'existeront même jamais. Les fabricants ne se lanceront pas dans quelque chose qui ne sera pas distribué juste à une cinquantaine d'exemplaires dans toute l'Europe. Alors, donc c'est pour ça qu'en faisant déjà les caisses d'anciens autorails ou même de locomotives, en mettant des moteurs, des châssis, on peut réaliser des projets uniques, quoi, des locomotives ou des anciens ensembles assez uniques. Donc plutôt favorable à la 3D finalement. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je suis favorable également, mais c'est vrai que, comme tu dis, on arrive à se trouver du matériel qui n'existe pas sur certains fournisseurs. Je crois d'ailleurs que c'est Fulgurex qui a un Bugatti, je crois, mais c'est à plus de 1000 € je crois. C'est super cher. Oui, Lematec ou Fulgurex, eux font des réalisations très spéciales, mais c'est réservé à une élite. Et d'ailleurs, j'en ai vu sur des sites marchands en 3D réaliser justement les Bugatti à motoriser avec des châssis Kato, Tomitec, etc. C'est vrai que c'est une belle alternative pour pouvoir se le procurer, se le faire. Après, il faut être habile de le peindre, de bien le réaliser, mais bon, ça reste quand même à la portée, quand même, c'est pas compliqué. Oui, mais eux, chez Lematec ou chez Fulgurex, c'est déjà peint, c'est déjà réalisé. Puis la plupart sont en laiton. Donc des fois, reste à savoir si ça se comporte aussi bien sur des réseaux conventionnels. Parce qu'au niveau des roues, du roulage, faut voir. Mais c'est des très belles pièces, c'est des très belles réalisations. C'est presque des objets à mettre en vitrine, c'est ça aussi. Et à pas faire rouler. Voilà. Mais moi, je suis pour que tout le matériel il puisse rouler. Et je suis pas pour le garder en vitrine. Donc du coup, est-ce que Patrick est collectionneur? Oui ou non? Justement, comme tu dis, le matériel est fait pour rouler. Donc tu es collectionneur pour faire rouler, mais est-ce que tu es collectionneur, toi? Non, très peu. Disons que j'ai une douzaine de locomotives, c'est tout, hein, depuis le début. Il y en a une ou deux que j'ai revendues parce qu'elles n'allaient pas dans le cadre de mon réseau français et régional. Donc voilà, moi non, de ce côté-là, je ne suis pas collectionneur, on ne peut pas dire ça. Je préfère que ça roule. En plus, elles sont toutes sur ton réseau, pratiquement. Tu peux rappeler combien de rames tournent en même temps sur ton réseau? Moi, il y a 6, voire 6 rames qui peuvent tourner en même temps. 6, même jusqu'à 7. Hein. 7. Donc avec le dépôt, elles peuvent être toutes sur le dépôt. Hein. Ah ouais, génial. Il n'y a pas de problème. Eh bien, merci Patrick. On est bien là, c'est ambiance SNCF. Hein. Mieux que ça, on ne peut pas faire. Hein. On est vraiment dans un vrai réseau là. Hein. Là, on est dans la réalité pour cette pause modéliste avec Patrick. Moi, ça me fait super plaisir de t'accueillir. On échange un petit peu autour du modélisme. D'ailleurs, je t'ai demandé si tu pouvais me ramener une loco favorite. On va faire un petit peu place neuve, un petit peu pour la présenter, un petit peu. Et comme ça, tu nous parles un petit peu de ce que tu nous as montré. Allez, on voit ça de suite alors. Alors Patrick, je t'ai demandé si tu avais une loco à nous présenter, une de tes favorites apparemment. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous la présenter? C'est quoi? Bon, et bien là, c'est une loco typiquement française de l'époque 3. C'est ma première loco que j'ai achetée en 2018 quand j'ai monté mon premier réseau. C'est une 65 000, une CC 65 000. Et en plus, patinée d'origine. C'était une petite série limitée quand même, parce que j'en ai pas vu beaucoup des patinés.
Et j'y tiens beaucoup, hein. Elle a peut-être une cinquantaine d'heures de roulage déjà. Et c'est Star Train qui faisait ça. Et j'ai pas de problème, hein. C'est une très bonne, apparemment, c'est une très bonne qualité. Elle marche très bien. Justement, on va poser la question à la communauté. Si vous également vous avez du Star Train, n'hésitez pas à dire quels sont vos retours d'expérience, bonne qualité, bon roulement et tout. En tout cas, celle-ci, elle est très belle. Je vous montrerai quelques photos à la vidéo. On va éviter de la faire tomber de son socle, mais elle est très jolie et bien patinée. Tu as réalisé la patine justement de quelle manière, quel procédé? Ah non, c'est une série limitée qui est patinée d'origine. Ah oui. Ah ouais, je l'ai acheté comme ça. C'est vrai qu'il très réussi alors. Hein. Il devrait en faire plus souvent des séries sans patine et d'autres avec patine. Celle-là, ils en ont fait une petite série apparemment qui était patinée. Et bon, là, c'est un professionnel qui a fait la patine. C'est une patine pas trop appuyée, mais très belle. Si on voit celle d'origine, ça change beaucoup quand on voit une autre d'origine. C'est flagrant quoi. Ah ouais. Et niveau roulage, c'est nickel ou pas? Ah oui, elle prend très bien le courant, elle passe très bien les aiguillages. Bon, c'est une CC, elle est pas très longue en plus, non, c'est un régal. Et quelle utilisation sur ton réseau, quel genre de rame avec? Comme dans la réalité, ces locaux, elles étaient surtout essentiellement faites pour les trains de marchandises. Je ne sais pas si c'était des trains assez lourds de marchandises, parce que elle n'allait pas très vite, hein, cette loco, je pense 80 km/h, mais puis elle devait avoir un bruit assez particulier. Ça serait dommage qu'on n'en ait pas fait des sonores avec le vrai bruit, parce que je pense que ça change beaucoup quand on voit le bruit d'une loco en plus patiner sur le réseau. On dirait après que c'est pas un réseau, on dirait un vrai train. Non, elle est vraiment magnifique, vous inquiétez pas, je mettrai des photos parce que niveau détaillage, franchement, au niveau des bogies, tout ça, c'est vraiment bien détaillé. Les tampons sont vraiment bien réalisés, c'est très joli. Moi, je connais pas spécialement Star Train, j'en ai pas, j'ai aucun train Star Train, aucune locomotive, donc je découvre un petit peu et c'est vrai que c'est très joli et je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil sur ce que propose Star Train. Tu sais ce qu'ils proposent un petit peu plus ou pas, ou c'est vraiment dans cette catégorie? Ils ont fait la 7200 électrique, après je sais plus. Moi j'ai l'autre, j'ai une deuxième Star Train, c'est la 7200. D'accord. Pareil, époque 3. Voilà. C'est vrai que si elle serait sonore, ça serait sympathique à voir. Hein. Oui, si on pouvait enregistrer les vrais bruits, parce que je sais pas, il doit pas en rester beaucoup en service en France, hein, des CC 65000, mais bon, ça doit changer, ça doit être très intéressant à voir. Hein. C'est intéressant, si vous avez un retour, si vous savez s'il y en a encore en service de ces locomotives-là, mettez-le en commentaire, hein. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps à Patrick, il se fera un plaisir de vous y répondre et moi également. Patrick, il y a un petit sujet qu'on va aborder dans la pause modéliste. On est dans le sud, on est à Nice, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de bourse, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu en penses toi, justement de cette situation dans le sud? Est-ce que c'est un problème pour nous modélistes vraiment, autant détaillants et autant événements? Ah ben oui, de toute façon, quand je suis revenu dans le ferroviaire il y a 4-5 ans, déjà il n'y en avait pas beaucoup, mais alors là maintenant il n'y en a plus du tout. Hein. C'est de pire en pire. Et c'est vrai que ça va devenir très difficile parce que la location de salles, ça devient de plus en plus cher apparemment, hein, de ce que j'entends. Et puis peut-être ici dans le sud, ça intéresse peut-être beaucoup moins de monde que dans le centre ou dans le nord de la France ou dans d'autres pays du nord. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui manque beaucoup, des bourses d'échange aussi. Bien sûr. Il n'y a plus rien, quoi. Ne serait-ce que pour créer le lien, échanger entre d'autres modélistes, parler. D'ailleurs, dans le dernier bulletin d'information, j'ai mentionné que j'allais mettre sur pied, pour fin 2002, un mini salon événement
Et ben, tu seras de la partie également, tu seras là toi aussi, tu vas y participer avec moi. Ah ben oui, volontiers. Hein. Ah ben oui, on va se faire plaisir, ça va être un moment justement où on pourra présenter justement quelques petits réseaux et puis faire une sorte de petite bourse. Et puis c'est pour passer un bon moment entre modélistes. D'ailleurs, je te propose un petit jeu de connaissances, un petit quiz sur le monde ferroviaire. Est-ce que tu es prêt? Bah oui, je suis prêt. D'ailleurs, si vous avez envie de faire le petit jeu en même temps, je vous laisse le temps, mettez sur pause la vidéo ou préparez-vous un petit stylo et on va faire un petit quiz, 10 petites questions histoire de se faire plaisir. Allez, c'est de suite. Allez, on y va pour ce petit quiz donc, sur le monde donc, du train. T'es prêt, Patrick? Bah oui. Oui, allez, on voit. Allez, c'est parti, on envoie. Allez, vous aussi, participez. Participez, c'est parti. Alors, première question. Quelle ville relie l'Orient Express depuis 1883? Réponse A, Londres-Constantinople. Réponse B, Paris-Constantinople. Réponse C, Paris-Bagdad. Bah, Londres-Constantinople. Donc tu me dirais réponse A pour toi? Réponse A. Ou je te redonne les trois réponses? Londres, non, je crois que c'est ça. Londres, Constantinople, Paris ou Paris-Bagdad? Non, Bagdad. Non, je crois pas. Non. Donc Londres-Constantinople. Allez, on note ça. Ça me donne mon info. Deuxième question. Allez, aussi, vous avez le temps de vous préparer, donc n'hésitez pas à participer. Deuxième question. Quelle ville reliait le train bleu à partir de 1868? Réponse A, Calais-Monaco. Tu vois, tu parlais de Monaco. Réponse B, Paris-Monaco. Réponse C, Paris-Vintimille. Je pense Calais-Monaco. Est-ce que tu veux que je te redonne réponse A. Donc Calais-Monaco, après tu avais donc Paris-Monaco et ensuite tu avais Paris-Vintimille en 1868. Donc ouais. Toi tu me dirais Calais-Monaco. Je note. Vous aussi participez. Allez, on continue. Allez, prochaine question. Le Transsibérien, ça te parle déjà quand je te dis le Transsibérien? Oui, bien sûr. Alors, le Transsibérien, c'est mythique, hein, c'est magnifique, hein, magnifique. Hein. Alors, le Transsibérien, dont la construction a commencé en 1888 et terminé en 1916, parcourt plus de 9000 km pour relier les villes de, réponse A, Saint-Pétersbourg, Vladivostok, réponse B, Moscou, Vladivostok, réponse C, Moscou, Shanghai. Si tu veux que je te redis les réponses, tu me dis. Hein. Toujours réponse A, Saint-Pétersbourg, Vladivostok pour moi. Alors, donc Saint-Pétersbourg, Vladivostok pour Patrick. Alors là, prochaine question. En quelle année a été créée la SNCF? Réponse A, 1024. 1938. 1945. 1945. 1945 pour toi pour la réponse? Je te redonne les trois? Non. Bon, 1024. 1024. Ouais, 1024. Ah, il fallait bien que je marque quelques réponses un petit peu. Hein. 1024, 1938. J'ai pas mis 50 avant JC. Charlemagne quoi. Bon, donc 1938 ou 1945? 1945. Allez, prochaine question. N'hésitez pas à participer. Comment se nomme le train à grande vitesse japonais depuis 1964? Réponse A, le Yamato. Réponse B, le Shinkansen. Je le prononce bien, Shinkansen. Réponse C, le Samouraï. Le Shinkansen. Réponse B. Shinkansen. Allez, prochaine question. N'hésitez pas à continuer vous aussi. Hein. Quelle est la ligne ferroviaire la plus haute du monde avec une voie culminante à plus de 5027 mètres? Alors, réponse A. Je vais essayer de bien prononcer. Qinghai, Tibet. Réponse B, Cusco-La Paz. Réponse C, Katmandou, Lhasa. Je te les répète si tu veux. La ligne la plus haute, je pense. Réponse B. Cusco-La Paz. Réponse B, Cusco-La Paz. C'est vrai qu'il y en a pas mal quand même des voies assez aériennes dans le monde, du côté des en Sud-Amérique. C'est vrai qu'il y en a pas mal quand même. Hein.
Allez, prochaine question. Allez, ça c'est question un petit peu 7e art, le cinéma. Quel film de Sergio Leone en 1969 tourné autour de la construction d'une ligne de voie ferrée aux États-Unis? Réponse A, Le Bon, la Brute et le Truand. Non. Réponse B, Pour une poignée de dollars. Non. Réponse C, Il était une fois dans l'Ouest. Oui, il était une fois dans l'Ouest. C'est ton dernier mot, comme dirait. Oui, réponse C. Ah oui, c'est un classique. Un monument du cinéma. Donc voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à participer. Et enfin, pour la dernière question de ce mini quiz sympathique. Alors, question en France, en combien de temps le TGV parcourt la distance entre Marseille et Paris en vitesse commerciale? Réponse A, 2 heures. Réponse B, 2h30. Réponse C, 3 heures. Entre Marseille et Paris. Ouais, en commercial. 3 heures. 3 heures, Oui. donc réponse C. Bon ben voilà, c'en est fini de ce petit quiz. Comment t'as trouvé? Difficile, pas difficile? On va faire les réponses ensemble. Même moi, Pas trop difficile, mais bon. je me suis planté. Il y a des... Oui, oh certainement, hein, moi aussi. Hein. Allez, on voit les réponses. On voit les réponses ensemble pour tout ça. Alors, quelle ville relie l'Orient Express depuis 1883? La bonne réponse, c'était la réponse B, de Paris à Constantinople. De Paris à Constantinople. Pour la deuxième question, quelle ville reliait le train bleu à partir de 1868? Non, c'était pas à Monaco. On allait un peu plus loin, c'était jusqu'à Ventimille. Paris et Ventimille. Paris Ventimille. Ouais, c'est... Même on se... Je suis pas un bon ferroviaire. C'est ça, on se fait plaisir. Alors, le transsibérien, ça c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Toi, tu m'avais dit donc Saint-Pétersbourg, Vladivostok. En fait, ça partait de Moscou à Vladivostok. Donc, c'était compliqué ça aussi. Même moi, je m'étais planté. Alors, quelle année a été créée la SNCF? Écoute, c'est juste un petit peu avant, Patrick. C'est en 38. C'est juste un petit peu avant. C'est en 38. Avant la guerre. Parce qu'en 45 déjà, lors de la guerre, il y avait déjà, on avait déjà des vapeurs, pas mal. Ouais. Ensuite, on avait comment se nomme le train? Sans faute, Shinkansen, ça c'est sûr et certain, sans surprise. Quelle est la ligne ferroviaire la plus haute du monde? Ça c'est compliqué. Moi aussi j'aurais dit Cusco-La Paz, mais en fait c'est Qinghai-Tibet. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous connaissez toutes ces réponses-là, à partager. N'hésitez pas à marquer votre résultat à la fin du questionnaire du quiz. Donc moi aussi, je pensais comme toi, parce qu'on entend souvent parler de Cusco-La Paz. Ouais, je pensais que vraiment c'était en Amérique du Sud. Mais bon, le Tibet, j'ai dit mais peut-être c'est une question piège qui. Oui, parce qu'on qui pense nous le met, Tibet. parce que le Tibet, voilà. on sait que c'est Assez. l'endroit le plus haut du monde. Mais après, les lignes ferroviaires, Oui. c'est différent. Hein. C'est différent. Alors là, sans faute, tu m'as dit pour le film de Sergio Leone, tu m'as dit Il était une fois dans l'Ouest. Je valide exactement, c'était bien la bonne réponse. Il était une fois dans l'Ouest. Si on aime les bons westerns, hein, on a tous eu ces voies ferroviaires à l'intérieur, ça faisait rêver déjà à l'époque. Ensuite, tu m'as dit que le TGV parcourt la distance entre Marseille et Paris en vitesse commerciale. Tu m'as dit 3 heures. Effectivement, oui, c'est la bonne réponse. Je crois que d'ailleurs, entre Nice et Marseille, il met quelque chose comme 2 heures. Et puis, comme 2 heures. Peut-être même plus que 2 heures. Il prend déjà. Avec les arrêts, peut-être plus. 2 heures en tout cas, 2h15. 2 heures il les prend bien, ça c'est sûr. Ouais. C'est pour aller jusqu'à Paris, je crois que le temps pour aller de Nice à Paris, je crois que c'est 5 heures et quelques. Ça dépend si là maintenant il évite Marseille, il y a des. Ouais, pas avec ce TGV tout ça. Hein. Il y a des horaires où il évite Marseille. Il va direct à Aix. C'est ça. Donc là il gagne du temps parce que si on va à Marseille, et Marseille-Paris, là ça fait perdre 3/4 d'heure au moins. Bon, écoute, c'était sympa ce petit quiz. En plus, ça fait apprendre quelques petits trucs sympathiques. Ouais. Vous également, n'hésitez pas à dire votre score dans les commentaires. C'était smart. Allez, on va revenir un petit peu à la pause modiste. On va parler de quelque chose qui fâche généralement, qui fait mal au portefeuille quand on va acheter ces modèles réduits. C'est toi, qu'est-ce que tu penses des tarifs excessifs des modèles, que ce soit à l'échelle H, O, N, etc. Est-ce que c'est justifiable de nos jours ces prix-là pour toi?
Ben, je ne peux pas trop en parler. Il faudrait connaître exactement la marge bénéficiaire du marchand, du fabricant et du marchand. Pour moi, hein, pour comparer, pour voir qui prend la plus grosse marge. Ensuite, par rapport à des réalisations qui sont artisanales, 300 euros, 350 euros dans une loco, bon, ça se garde quand même plusieurs années, et même beaucoup plus. Par rapport à des réalisations artisanales comme les Matek, tout ça, qui elles dépassent largement les 1000 euros. Donc, bon, bien sûr, faut savoir, faut voir combien la marge, quelle marge ils ont. Parce que beaucoup c'est fabriqué maintenant en Asie, une bonne partie est assemblée peut-être ici ou même assemblée sur place, je sais pas. Oh, ça c'est, il y a que peut-être il faut demander à un marchand quelle marge bénéficiaire il a dessus. je pense que généralement ils vont pas trop nous le dire également. Oui, mais bon, et en fait, c'est vraiment dans la question, ce que j'ai envie de te demander, c'est que voilà, on arrive à trouver quand on voit une locomotive qu'on achète analogique, elle est à 100, 110, parfois une Pico, etc. Oui. Analogique 100, 110, 120, allez, à peu près. Et oui, à peu près. 120, 130. 130, allez. Et quand tu la trouves une digitale sonorisée, tu arrives à trouver des produits à 300, presque 400 euros. Oui, pour toi, est-ce que ça, c'est justifié? Oui, là, c'est sûr que, bon, parce que rien que digital, on rajoute 35 euros, donc on les trouve à 165 euros. Mais après, quand c'est digital sonore, là, il faut rajouter apparemment 110 euros. Hein. Donc si elle fait 130, ça sera 240, voire 250, digital sonore. Donc oui, là, on se demande effectivement la marge qu'il y a là-dessus sur les décodeurs sonores. Après, il faut que chacun gagne sa vie pour pouvoir fabriquer, pour que l'industrie continue à fabriquer nos loisirs aussi. Donc si on tire trop sur les prix au rabais, les fabricants ils se tourneront ailleurs. Oui, c'est sûr, mais parfois, comme tu peux t'en apercevoir, ils ressortent parfois des rééditions, juste changer un numéro de plaque, de numéro de série, etc. Et te le rebalancent parfois à 200 balles, voire plus. Est-ce que ça aussi, c'est un petit peu abusé quand même? Oui, si encore il y a des améliorations dessus au niveau des moteurs, parce que maintenant les moteurs, on les fait moteurs sans fer, 5 pôles, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 20-30 ans au niveau des moteurs en plus. Les LED aussi, les lumières, l'éclairage, tout ça. La prise de courant peut-être supérieure, surtout dans l'échelle N, qui est quand même très pointue. Donc il faut voir. Si c'est des rééditions mais qui sont nettement améliorées, bon ok. Après si c'est exactement les mêmes, juste en changeant, en mettant des LED pour être dans le vent, là c'est pas justifié, c'est sûr. D'ailleurs justement en 2022 il y a pas mal d'annonces qui ont été faites au niveau modèle réduit. Justement quels sont les modèles que toi tu attends, quels sont les modèles que tu vas acheter tout simplement pour toi? Moi, j'attends de chez Arnold la 141R qui est annoncée depuis 2 ans, qui a été repoussée. Et puis de chez Mikado Train, il y a aussi qui m'intéresse personnellement sur mon réseau, puisque c'est l'EAD, c'est le 4008, je crois, EAD. Et puis il y a le 3008 Picasso aussi qui devrait être édité par Mikado aussi. Ouais. Malgré que ça, avec des caisses d'El Prado, on est arrivé à en faire digital, même digital. Donc même certains avec les LED. Mais il faut voir les réalisations qui doivent sortir, qui sont pour moi intéressantes. Il y en a d'autres, je pense. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de modèles qui vont sortir cette année. On ne sait pas à quel prix. Ils n'ont pas été annoncés. Hein. Oui, cette année, avec des pincettes. Pareil, oui. C'est vrai que l'Arnold, en plus, elle est annoncée en plusieurs déclinaisons, dont la Mistral, il me semble. Oui, 4 déclinaisons, il me semble. 4 déclinaisons, ouais. La livrée avec la bande jaune aussi, qui est magnifique. Ouais. Il y en a 2 qui sont vertes et noires, l'autre toute verte, l'autre la Mistral toute noire et une avec les liserés. Oui, c'est 4. Toi, tu vas prendre quelle version? Moi, comme toutes mes locaux vapeur sont noirs, je vais prendre la verte.
Pour casser un petit peu la routine. De toute façon, il y en a qui prendront la Mistral, bien sûr. Oui. Nous, qu'on est dans le sud, c'est sûr. C'est sûr, Mistral. C'est sûr. Bon, on verra. Bah, ouais. En tout cas, Patrick, merci de m'avoir accordé ce moment pour la pause modiste, pour la communauté. Une petite minute à toi, est-ce que tu as quelque chose à dire, quelque chose qui te tient à cœur, un petit coup de gueule peut-être? Est-ce que tu as quelque chose à dire justement à la communauté sur ton expérience en tant que modéliste ou autre sujet, hein? Non, pas vraiment. J'avais dit ça lors du premier reportage. Non, pour moi, à part ce que j'ai dit au niveau des fabricants, des prix, hein, qui ne connaît pas trop les marges, et qui est bien sûr beaucoup de rendez-vous, de salons, de bourses d'échange. C'est ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus, quoi. Enfin, remettre ça en place, parce que là, ici, c'est mort, quoi. Dans le sud, c'est mort, hein, ou alors il faut faire 400 ou 500 km. Hein. Ah, minimum, ouais, c'est vrai qu'il faut faire quelques kilomètres pour aller voir le premier salon du côté de Lyon, tout ça, un petit peu, ou même un petit peu dans le Gard, tout ça, un petit peu. Il y avait Montélimar aussi, oui, peut-être qu'il va reprendre. Ouais, ça serait bien. Donc là, ça fait 300 km, hein, facile, 350. Mais bon, ça fait passer une belle journée, mais bon. Faudra prendre le train alors. Faudra prendre le train. Si on est seul, ça reviendra moins cher que la voiture. C'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, on a passé un moment sympathique. C'est toujours. Qu'est-ce que tu en penses de cette pause modéliste? Oui, c'est bien. Dans le cadre aussi. Dans le cadre, c'était le buffet de la gare. Ah oui. Au moins. On est dedans là. Voilà. On est dedans. Parce que les buffets, ils ont bien changé depuis 20 ans, hein, dans les gares. Il y a tout qui change malheureusement, pas en mieux, hein, ça on le sait tous. Il n'y a plus de comptoir, il n'y a plus de serveur, enfin, c'est bien différent. C'est bien différent. Malheureusement. Ah, bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi justement la pause modiste avec Patrick. N'hésitez pas donc du coup à les retrouver et à revoir son reportage sur son magnifique, je dis bien magnifique parce que il est plein de détails, etc. Et puis au niveau architecture, donc ferroviaire exceptionnel également. Donc il y a le lien, hein, n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Merci à toi Patrick d'avoir participé. Et puis moi je te dis à très vite, on se recroisera sûrement, hein, ça c'est sûr. Merci Loïc. Et puis un grand bonjour à tous les ferrovipates. Oui, c'est ça. Merci à tous. À bientôt dans LF Modis. Au revoir. Bon ben voilà, ça y est, c'est terminé. C'était donc la pause modéliste avec Patrick aujourd'hui. Moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. On se voit prochainement pour d'autres reportages, d'autres découvertes avec d'autres modélistes. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.